Bonjour à tous et bienvenue dans Historia Universalis. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, je décrivais la société athénienne à l'apogée de sa démocratie et de son impérialisme. Mais comment expliquer que ces deux tendances, qu'on penserait naturellement contradictoires, puissent cohabiter et former un ensemble idéologique cohérent ? La société grecque est collectiviste. Complètement à l'inverse de l'individualisme des âges héroïques, la polis s'est construite sur l'abnégation de soi, d'abord de la classe aristocratique, qui s'est formée en une communauté d'égaux, excluant donc le reste de la cité et mettant en avant pour se distinguer ses propres valeurs. Concrètement, la communauté des meilleurs. Au fur et à mesure que les classes hoplitiques puis les têtes accédaient à la communauté politique, les valeurs de l'aristocratie sont devenues aussi les valeurs de la cité. Les guerres médiques ont amené une transformation en profondeur de la vision qu'avaient de même les Athéniens. S'ils ne s'estimaient jusque-là pas moins mauvais que les autres, les Athéniens n'avaient pas encore pris conscience de leur propre force et de ce que le collectif leur permettait d'accomplir. Surtout sur le plan le plus viril et glorieux, la guerre. Après Marathon, Salamine, Platée, Mycale, Sestos et l'Eurymédon, comment douter de la valeur des Athéniens ? C'est en partie ce qu'on appelle la maladie de la victoire, un sentiment de supériorité absolue, l'impression que les résultats du passé garantissent les résultats du futur. En d'autres termes, il s'agit d'une mésestimation de ses propres capacités, surestimer sa force et surtout sous-estimer ses faiblesses. Les Athéniens se considèrent donc comme une communauté d'hommes libres, la liberté s'entendant ici au sens actif. Ils participent aux événements et ce sont les actions, déterminées par leur capacité et leur force, qui incarnent cette liberté. Cette association entre puissance et liberté est le cœur même du cocktail entre la démocratie et l'impérialisme. Nos lois sont parfaites et les dieux nous favorisent, nous sommes les meilleurs. Et puisque nous sommes les meilleurs, nous pouvons prendre tout ce que la force nous permet de prendre. Les autres Grecs doivent se placer sous notre domination, notre régime est un modèle, nos dieux les meilleurs, et après tout nous nous battons à la place des autres. Leurs contributions nous sont donc dues. Avec cette attitude de supériorité, vient le mépris vis-à-vis du dominé, mais aussi vis-à-vis de l'adversaire. Dans son arrogance, Athènes mène simultanément la guerre contre les Perses et les autres Grecs dans les années 450, ce qui l'amène d'éphémères succès en désastres meurtriers. Désastres qui sont pourtant ignorés malgré des pertes humaines très lourdes et dont les leçons ne sont pas retenues. Au mieux, les Athéniens se basent-ils de plus en plus sur leur suprématie navale au détriment de leurs autres capacités. Plutôt que de mener une politique de conciliation et d'équilibre, ils choisissent de renforcer leur puissance. Dit d'une autre manière, si l'impérialisme pose des problèmes avec les cités voisines, c'est qu'il faut plus de puissance, donc d'impérialisme, pour résoudre le problème. Or, la fracture avec le reste des Grecs ne cesse de s'accentuer. Les alliés d'Athènes deviennent déloyaux en perdant leur statut d'égaux, et ses ennemis deviennent plus nombreux chaque fois qu'Athènes utilise sa puissance. Solution unique, devenue le remède de tous les maux de la politique impérialiste athénienne. Les Athéniens ignorent notamment les idées des philosophes des Lumières, par exemple la réciprocité entre droit et devoir, ou de la liberté des uns limitée par la liberté des autres. L'intérêt général, ou personnel, sont l'expression de la liberté sans que s'opère une conciliation entre les droits des individus et ce qui est défini comme la volonté de la société athénienne. Agir, se libérer soi-même et asservir autrui est l'expression standard de la liberté. Liberté est liberté avant tout du dominant sur le dominé dans la relation à l'autre. Autre facteur liant démocratie et impérialisme, l'économie. L'Empire athénien repose sur les contributions des alliés pour financer la guerre contre les Perses.
La menace perse ayant diminué, l'argent de la Ligue entretient, outre l'appareil militaire athénien, les fastueuses dépenses qui viennent embellir Athènes et qui ne manquent pas d'enrichir une partie de ses citoyens. Le butin réalisé dans les conquêtes ou les opérations de répression devient un enjeu de lutte pour le pouvoir politique. Les stratèges ont besoin de plus en plus de ressources pour clientéliser de plus grandes portions de la population. La colonisation et le don de terres sont également un moyen pratique de s'assurer du support de tel ou tel groupe de citoyens. La mise en place de la mystophorie par Périclès a également un coût important pour les finances publiques et doit donc être payée grâce au trésor de la Ligue. L'Empire amène des ressources à Athènes, mais celle-ci devient dépendante de l'extérieur, un peu comme un drogué. Le dialogue mélien est un passage de la guerre du Péloponnèse par Thucydide. L'île des Cyclades, Mélos, tente de rester neutre dans la guerre, mais leur position stratégique et leur relation avec les Spartiates poussent les Athéniens à les attaquer. Les Athéniens exigent la soumission de Mélos et qu'elle rejoigne la Ligue de Délos. S'ils ne se soumettent pas, la flotte de la Ligue passera à l'attaque. Les Méliens font appel au sens de la justice des Athéniens ainsi qu'à leur compassion. Les Athéniens répondent que la justice ne s'applique pas entre inégaux et que le droit du plus fort leur donne tous les droits. Soumettez-vous ou nous vous détruirons. Nous sommes neutres, vous n'avez pas de raison de nous attaquer. Nous sommes forts. Si nous ne vous soumettons pas, les autres penseront que nous sommes faibles. Une attaque contre nous inquiétera les autres États grecs, qui se ligueront contre vous. Les cités se révolteront si nous paraissons faibles. Elles nous respecteront si nous sommes forts. Nous rendre sans résister serait honteux et lâche. Nous ne pouvons pas nous rendre sans combattre. Nous ne parlons pas aujourd'hui d'honneur, nous parlons de votre survie. Bien que peu nombreux et faibles, nous avons encore une chance de gagner. Seuls les forts peuvent s'autoriser l'espoir. Les dieux sont avec nous car notre cause est juste. Les dieux respectent la force. Les forts font ce qu'ils peuvent, les faibles font ce qu'ils doivent. Que faites-vous de la justice des hommes ? Nous le savons, et vous le savez aussi bien que nous. La justice n'entre en ligne de compte dans le raisonnement des hommes que si les forces sont égales de part et d'autre. Dans le cas contraire, les forts exercent leur pouvoir, les faibles doivent leur céder. Les Spartiates viendront à notre secours. Les Spartiates ont beaucoup trop à perdre et peu à gagner, à secourir leurs parents. Il n'y a pas de honte à se rendre un ennemi plus fort. Nous verrons donc qui sera le plus fort. Les Athéniens prennent Mélos et assassinent tous les hommes, emmenant les femmes et les enfants en esclavage. Les Méliens survivants rejoindront les Spartiates et les aideront à gagner la guerre. Athènes perdra la guerre et sera à son tour forcée de se soumettre à plus fort qu'elle. Mélos sera rendu à ses habitants. La démonstration de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse est de montrer comment ce sont les excès mêmes de cette liberté qui ont poussé les Athéniens à la ruine. De manière intéressante, les philosophes critiques de la démocratie, Socrate, Platon, Aristote, développeront eux une philosophie fondée sur l'autonomie de l'individu et leurs successeurs sur une philosophie introspective de la liberté. La liberté, c'est la connaissance de soi, gnoti seuton, l'expression figurant sur un temple de Delphes. Se développent les notions d'ataraxie, la paix intérieure, la distanciation vis-à-vis des passions et la recherche de la modération. C'est le point de départ de courants philosophiques tels que le stoïcisme et l'épicurisme. L'expérience radicale de cette liberté agressive est donc, dans l'histoire des idées politiques, un moment fondamental, et les Athéniens vont payer très cher pour le comprendre.